Bonjour tout le monde. On va commencer l'événement, ben pas l'événement, mais l'activité de l'événement La Transition s'invite. C'est un événement qui nous invite à nous rassembler pour apprendre, co-créer, propulser la transition sous toutes ses formes, puis pour développer de nouveaux savoirs et amplifier le pouvoir d'action des jeunes et des adultes, bien sûr. La transition s'invite se déroule du 21 au 23 février, donc d'aujourd'hui à mercredi. Puis, l'événement s'inscrit dans le cadre de la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique offerte aux écoles secondaires. Aussi, dans le lien de la PAC de l'école, du PAC de l'école secondaire, de l'école québécoise, je devrais dire, notre appel à l'engagement et feuille de route pour accélérer la transition écologique à l'école. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez consulter le site web du Lab 22. C'est le www. Alors, il est juste là sous moi. Bon, ben, je vais me présenter. Moi, c'est Simon. Je vais m'occuper de l'animation ce soir. Puis, dans le fond, je suis membre du comité conseil Jeunesse 22. Puis, je suis engagé pour l'environnement puis la transition écologique depuis un petit bout. Puis, assez parlé de moi. Je vais vous présenter les petits trucs techniques de la soirée. Ce soir, il y aura des questions, juste vous pouvez les écrire dans le questions et réponses dans le bas de l'écran. Puis sinon, plus tard, vous pourrez poser vos questions de vive voix, juste levez votre main, puis on va vous donner le droit de parole. Maintenant, je vais vous présenter notre activité de ce soir. C'est un panel qui vise à illustrer le sentiment du pouvoir agir des jeunes face au changement climatique. Nous pourrons... attendez une petite seconde. De quoi il en dépend et comment nous pouvons développer à l'école secondaire. Il sera entre autres question des propos tenus par des jeunes rencontrés lors d'une thèse de doctorat ayant porté sur le sujet. Une discussion avec des jeunes engagés permettra de mettre en lumière les éléments forts de ce pouvoir agir. Maintenant, je vais vous présenter nos chers panélistes de ce soir. Tout d'abord avec Émilie Morin, qui est professeure en formation pratique au primaire à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est chercheure aussi aux régulières, au centraire. Dans le cadre de ce projet, elle s'intéresse plus particulièrement à l'éducation relative au changement climatique pour le développement du pouvoir agir des gens. Ensuite, nous avons mon amie Madeleine, qui est juste là, qui est aussi impliquée dans le comité conseil Jeunesse 22. Puis, elle est super impliquée pour l'environnement. Elle est jeune ministre de l'Environnement pour la Fondation Monique Fitzbach. Elle est impliquée dans son parlement étudiant à son école. Puis, le véganisme, c'est comme l'enjeu qui lui tient beaucoup à cœur. Finalement, nous avons Lou, qui a 13 ans. Elle est en secondaire 1 au pensionnat Saint-Nom-de-Marie. Elle fait partie du comité de pilotage de la transition écologique du pensionnat. Avec des élèves et des enseignants, elle monte une garde-robe collective pour tous les élèves du pensionnat. Rien de moins. Puis maintenant, j'ai assez parlé, là, vous devez être un peu tanné. Je vous laisse la parole, puis bon panel. Alors, est-ce que je peux commencer par répondre à cette question? En tant que jeune, ben, j'aurais tendance à dire oui et non. Ben oui, parce que je suis une personne très optimiste et tout ça. Je pense que chaque personne dans sa vie a un pouvoir d'agir parce qu'il suffit qu'un groupe de personnes parle à d'autres personnes, puis tout ça rentre dans un réseau d'information, de sensibilisation. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, j'ai un certain pouvoir d'agir face au changement climatique comme tout le monde, d'après moi. Parce que je trouve qu'au Québec, on est chanceux parce qu'on a plusieurs opportunités de s'impliquer. Il y a plusieurs comités jeunesse. Je peux penser justement à Jeunesse 22. On est très chanceux de faire partie du comité du Lab 22. Il y en a plusieurs autres pour le futur, la SEV, la coalition environnementale, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Donc, bref, je trouve qu'on a plein d'opportunités. Mais c'est sûr que d'après moi, ça va prendre beaucoup plus que ça. Il faut sentir que le gouvernement est avec nous, qu'on est entendu, on est écouté. Donc, selon moi, oui, j'ai un pouvoir, mais il est limité parce qu'il faut qu'on sente qu'on est plusieurs
puis qu'on avance là-dedans ensemble. Voilà, c'est comme ça que je réponds à cette question. Alors, il me semble qu'on avait dit qu'on faisait les deux à la suite. Oui, donc je pensais l'avoir un peu dit, là, mais pour moi, de quoi ce sentiment dépend, c'est vraiment le fait d'être entendu, de ne pas se sentir seul, de sentir qu'on est écouté par nos dirigeants, par l'Assemblée nationale notamment, mais pas juste ça, par notre école, qu'on est soutenu puis qu'on est accompagné dans ce sentiment d'agir-là. Voilà. Ouais. Alors, moi, je pense vraiment qu'on a un gros pouvoir d'agir. On a un pouvoir infini. Il faut vraiment juste avoir la motivation qui va avec et le travail aussi, parce que c'est pas en faisant rien, en restant assis dans son canapé qu'on va changer le monde. Mais c'est sûr que c'est 1 + 1 + 1. Si tout le monde se sent comme ça, ben, on peut arriver tous ensemble à vraiment réussir à combattre les changements climatiques. Et voilà. Mais je pense que le sentiment de pouvoir agir, il dépend déjà du fait d'être écouté, parce que si on est écouté par personne, ben, c'est sûr que ça va être un peu décourageant. Sinon, aussi des actions des autres, parce que ça m'arrive de voir des gens qui disent oui, 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 on le fait. Et quand, à un moment, je sais pas, on doit, je sais pas, trier nos déchets à la poubelle, mais ils vont pas le faire, ils vont juste mettre tout dans la poubelle puis ils s'en foutent, alors qu'ils ont acquis la tête plein de fois. Donc, je pense que ça dépend du fait d'être entendu et écouté, parce que sinon, ben, c'est vraiment moins motivant, puis notre morale est vraiment plus bas, puis ça nous pousse moins à nous améliorer et à agir. Merci beaucoup, Lou et Madeleine, pour vos propos. Je crois que vous allez être interpellés aussi par les propos des jeunes que j'ai pu rencontrer. Puis probablement que je vous inviterai aussi à poursuivre puis à interagir là, tout au long de la suite du webinaire. Donc, je remercie le Lab 22 pour l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Donc, mon nom est Émilie Morin. Je suis professeure-chercheur à l'Université du Québec à Rimouski, comme Simon le mentionnait tout à l'heure. Puis, en fait, j'ai poursuivi une thèse de doctorat en 2016 et 2021. Puis, je pense que c'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui parce que la thèse s'intéressait justement à qu'est-ce que c'est que le sentiment de pouvoir agir face au changement climatique. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai rencontré des jeunes de la fin du secondaire dans 5 écoles au Québec, donc une trentaine de jeunes, puis c'est eux qui ont pu alimenter vraiment ce travail-là. Donc, on reconnaît de plus en plus dans le domaine de l'éducation au changement climatique que l'éducation au climat est fondamentale, en fait, que c'est un incontournable pour faire face aux défis environnementaux qui nous attendent. On ne peut plus faire fi de l'éducation, c'est quelque chose auquel on doit absolument faire face. Donc, cette éducation-là est quand même confrontée à plusieurs défis, entre autres l'inertie des changements climatiques, mais aussi la vision que les jeunes se font de leur avenir. Puis, les objectifs qu'elles se fixent, en fait, sont souvent pas atteints, bien malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des jeunes qui sortent de l'école secondaire puis qui sont plutôt désespérés ou plutôt anxieux face à la problématique des changements climatiques. Puis, c'est en ce sens-là où on se dit qu'on gagnerait à faire une éducation au climat qui serait différente dans les écoles. Puis, c'est en ce sens-là qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui veulent faire une éducation au climat, qu'on va dire, pour le développement du pouvoir agir. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que c'est pas parce qu'on fait de l'éducation au changement climatique dans les écoles que nécessairement on va développer le pouvoir agir de tous les jeunes. Donc, il y a différentes façons de voir l'éducation au climat. Puis ici, je vous place un petit schéma, là, mais c'est des idées qui sont adaptées de chercheurs. Hein. Donc, entre autres, Bob Jickling, Ariane Waz, puis une collègue aussi, Barbara Dader.
Puis dans le fond, quand on fait de l'éducation au changement climatique, on pourrait avoir une éducation, on va dire, plus transmissive, là, si vous regardez en haut du schéma. C'est-à-dire qu'on va se baser sur des faits scientifiques qui sont vraiment prédéterminés, qui sont prescrits, qui sont fermés. Et puis, on va avoir donc une éducation qui va être presque essentiellement basée là-dessus. Puis, au contraire, on peut avoir une éducation qui va être davantage socio-constructiviste ou transformatrice et qui est davantage vouée vers une critique sociale. On pourrait avoir aussi une éducation plus à gauche dans le schéma qui serait davantage de type autoritaire. On va l'appeler autoritaire parce qu'en fait, elle a une visée de changement de comportement, comme si les adultes, finalement, on était déjà à même de savoir quel type de comportement on devrait faire adopter par les jeunes. Donc, c'est de l'ordre plus de l'entraînement ou du conditionnement même à la limite. Puis souvent, ces adultes-là, ben, on est de piètres modèles face à ce qu'on prescrit finalement dans les écoles. Donc, il y a une tendance à aller vers une autre forme de visée sociale, qu'on va dire d'engagement ou de participation ou de citoyenneté active, où là, les jeunes sont véritablement considérés comme des interlocuteurs crédibles et valables dans la classe, c'est-à-dire qu'ils sont à même de pouvoir prendre les décisions, à savoir qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait ou pas. Donc, c'est sûr que quand on va à l'école ou quand on enseigne, bien, on peut se placer à différents endroits dans ces cadrans-là. Puis, bien qu'on puisse penser qu'un idéal serait d'être dans le cadran 4, donc d'avoir une éducation plus axée vers la critique sociale, puis vers la participation sociale, bien, des fois, pour des raisons pragmatiques, dans les classes, on doit se retrouver dans le cadran 2 ou dans le cadran 3, par exemple. Donc, c'est un modèle, en fait, qui est proposé par certains chercheurs. Maintenant, en réalisant le travail de recherche que j'ai fait et dont je voulais vous parler aujourd'hui, il est important pour moi de faire écho à ce que les jeunes préconisent pour définir une éducation au climat qui développerait véritablement leur pouvoir agir. Donc, nous, en tant qu'adultes du milieu de l'éducation, on porte vraiment une grande responsabilité, puis on doit mettre en place une éducation qui soutient les jeunes, puis qui agit avec eux de manière solidaire, avec un grand sens critique. Tout ça, en fait, pour renverser l'injustice climatique, mais l'injustice sociale, puis dans le domaine, on va même parler d'une injustice épistémique auquel les jeunes font face. Donc, pour faire tout ça, il y a une approche en particulier qui m'intéresse, puis qui s'appelle l'approche des capabilités de Amartya Sen. Puis ça, pourquoi elle m'intéresse, c'est que elle permet de ne plus simplement dire aux jeunes qu'il faut agir, elle permet de dire aussi que l'action devrait être libre, puis devrait être considérée comme valable par les jeunes eux-mêmes. Donc, cette action, elle ne peut pas non plus se réaliser sans certaines capacités ou sans certaines libertés qui dépassent ce que normalement on vous donne à l'école. Donc, mon travail consistait entre autres à illustrer ces genres de libertés-là, ou du moins qu'est-ce qu'on devrait pouvoir vous offrir à l'école pour développer votre pouvoir agir. Donc, plus concrètement, ce que j'ai fait, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je suis allée dans 5 écoles au Québec, puis j'ai rencontré une trentaine de jeunes qui m'ont aidé à répondre, un peu comme Madeleine et Lou, vous l'avez fait tout à l'heure, à savoir, bien, est-ce que je sens que j'ai un pouvoir agir, puis de quoi peut bien dépendre ce sentiment-là? Puis en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le sentiment, il est vraiment très variable chez les jeunes rencontrés. Puis non seulement il est très variable chez les jeunes, mais en plus, il peut varier chez une même personne de manière assez à court terme. Donc, même dans l'entrevue, des fois, je voyais que dans la discussion, au début, un jeune pouvait avoir un sentiment plus faible, puis à la fin, bien, en discutant avec les autres, il devenait avoir un sentiment beaucoup plus fort. Ce qui, pour moi, est encourageant parce que ça veut dire que l'école peut avoir une certaine prise aussi là-dessus. Donc, on peut, par la discussion aussi, encourager le développement du sentiment de pouvoir agir chez les jeunes.
Bon, ici, je sais, là, c'est un graphique plus théorique, là, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, en fait, ces dimensions-là. Puis après, je vais y aller dans le plus concret. Je vais vous montrer des extraits, en fait, de ce que les jeunes ont pu dire. Donc, on pourrait dire que, dans le fond, le sentiment de pouvoir agir dépend de plusieurs choses. Donc, il y a des jeunes qui vont parler, entre autres, du modèle économique puis des ressources financières, qui peut avoir un impact majeur sur le fait qu'ils sentent ou non qu'ils ont un pouvoir d'agir. La place des jeunes aussi dans les structures sociales, est-ce qu'on les considère comme étant légitimes et comme étant crédibles ou pas? Le bien-être des jeunes, est-ce que, par exemple, ils ont suffisamment de temps? Est-ce qu'ils ont la santé mentale? Est-ce qu'on se préoccupe suffisamment de leur bien-être physique et mental? Donc ça, c'est aussi une dimension importante. La place des jeunes dans le contexte légal et juridique peut avoir aussi un impact. Plusieurs jeunes m'ont dit que des moments où ils ont senti qu'ils avaient un grand pouvoir d'agir, c'est lorsqu'on leur a donné une voix. Par exemple, lorsqu'ils ont eu le droit de vote dans leurs écoles, bien que c'était parfois des exercices qui n'étaient pas nécessairement inscrits dans des élections standards, mais c'était quand même significatif pour eux. La distribution et la gestion des ressources matérielles pouvait aussi avoir un impact sur leur sentiment de pouvoir agir. On pense entre autres à tout ce qui est dans le milieu scolaire, là, de manière très, très concrète, là, tout ce qui est distribution de plastique à usage unique, tout ce qui est gestion des matières résiduelles dans les écoles. Puis tout à l'heure, Madeleine et Lou parlaient d'exemples pour lesquels ils s'engagent. Bien, ça aussi, ça peut être significatif pour le sentiment de pouvoir agir. Puis finalement, bien, la place des jeunes dans le contexte scolaire qui est aussi très importante. Comment sont structurés les cours? Comment on donne la parole ou pas aux jeunes quand on parle des changements climatiques en classe? Ça peut être aussi significatif. Puis finalement, dans la section à droite, bien, c'est davantage de l'ordre de l'individu ou peut-être même de la collectivité. Comment on se sent responsable ou pas face à la problématique? Est-ce qu'on se sent capable d'agir? Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on est conscient qu'on a des choix aussi qu'on fait ou que les autres autour de nous posent des choix lorsqu'il est question de changement climatique? Est-ce qu'on a un certain contrôle là-dessus sur les choix qu'on exerce? Est-ce que moi, je pose des actions, mais aussi est-ce que les gens de mon entourage posent des actions, qu'elles soient individuelles ou collectives? Est-ce que ces actions-là donnent des résultats? Donc, lorsqu'on pose des gestes, mais que finalement, au bout du compte, il n'y a pas de résultats concrets et visibles, ça peut aussi avoir un impact majeur. Puis finalement, bien, toute la capacité de réflexivité et d'introspection qui fait partie de ces dimensions-là. Donc, de manière plus concrète, là, je vous en donne des extraits, puis j'inviterai Madeleine et Lou à me couper, en fait, là, si vous voyez qu'il y a certaines choses qui ressemblent beaucoup à ce que vous avez déjà entendu de la part de vos collègues, par exemple, ou ce que vous seriez prêt aussi à soutenir. Donc, des jeunes que j'ai rencontrés m'ont entre autres parlé du facteur temps qui était vraiment crucial. Comme une qui me disait « Je sens qu'on me demande de changer le monde, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. » Donc, l'idée du temps, pour certains jeunes, revient de manière positive, alors que pour d'autres, elle revient de manière plus négative. D'autres m'ont dit « La sensibilisation au changement climatique se fait graduellement. Ce n'est pas d'un coup sec comme nous, on le voudrait. » D'autres m'ont parlé aussi de la façon dont on leur enseigne à l'école et de l'impact que ça pouvait avoir sur leur sentiment de pouvoir agir. Par exemple, une jeune me disait « Je me sens oui et non libre d'agir face au changement climatique. On nous encourage à avoir des idées, à agir, à se faire une tête sur les changements climatiques. Mais il y a toujours quelqu'un, comme la direction de l'école ou le parti politique au pouvoir, qui te dit que tu as des bonnes idées, qui t'encouragent, mais en même temps, ils se disent « Regarde l'autre qui pédale dans le vide pour arriver à rien. » Donc, on a plusieurs jeunes qui se sentent prêts à agir et qui se disent mobilisés. Et pourtant, lorsqu'ils arrivent avec leurs idées auprès de leur direction d'école ou auprès de leurs enseignants, ou parfois même en dehors du contexte scolaire, auprès de la famille, auprès du conseil municipal, sentent que le regard des adultes, c'est surtout lié au fait que, finalement, ces actions-là, oui, tu peux bien les mener, mais je ne suis pas certaine que ça va changer véritablement quelque chose.
Puis là, je nuance tout de suite quelque chose. Ce n'est pas le cas de tous. Bien au contraire. On a d'autres jeunes qui, au contraire, lorsqu'ils vont voir leur direction d'école ou leurs enseignants avec des projets, ils ont une très grande ouverture et on leur donne les ressources et les moyens pour les mettre en place. Mais il reste que ce type de propos-là était quand même partagé par certains jeunes. Vas-y, Lou. Oui, je voudrais un peu réagir à ça, surtout pour dire que moi, ça m'est arrivé de me faire dire dans ma classe ou d'autres élèves du pensionnat que je ne connais pas forcément, qui me disent « mais ça sert à quoi ?» Et de se faire dire ça, c'est tellement décourageant, alors que ça sert à vivre. Et genre, quand je leur disais ça, ils me disaient « ouais, mais on va tous mourir un jour de toute manière. » C'est un peu la réponse facile. C'est sûr que si on reste planté là, il n'y a rien qui va changer. Et je trouve que c'est un peu irresponsable de leur part, alors que, tu sais, je suis pas sûre qu'ils voulaient être méchants, mais moi, ça m'a un peu brusqué, ça m'a un peu fait comme, ouais, un peu dégoûté. Tout à fait. Puis ce sentiment-là que tu exprimes, il est vraiment partagé par plusieurs de tes collègues que j'ai pu rencontrer qui osent poser des gestes, osent poser des actions. Et puis, ce qui est excessivement dommage là-dedans, c'est que le fait de pouvoir vivre des réussites, puis les réussites, c'est lié au résultat de l'action, mais c'est lié aussi à la reconnaissance qu'on a de nos pairs, puis à ce que les autres peuvent nous dire pour nous encourager. Bien, ça a un impact sur notre sentiment de pouvoir agir. Donc, de passer par-dessus ça, de passer par-dessus la non-reconnaissance de nos pairs, c'est quelque chose qui peut être très difficile pour certains jeunes. Donc, tu le nommes bien, Lou. Je crois que pour pouvoir développer le sentiment de pouvoir agir des jeunes, il faut reconnaître les gestes qui sont posés. Puis si ce geste-là, il est valable pour toi et qu'il fait du sens, bien, il se devrait d'être encouragé. Alors, d'autres jeunes qui me mentionnent ici, selon eux, on n'apprend rien encore. On n'a pas d'expérience. Mais dans le fond, c'est nous qui sommes les plus sensibilisés. Je trouve ça un peu ironique. Donc, une jeune qui parle, entre autres, de comment les adultes réagissent, par exemple, à leur implication. Il y a un autre qui dit « Je trouve ça injuste et plutôt paradoxal de nous considérer comme moins crédibles, compte tenu du fait que nous allons nous ramasser avec toutes les prises de décision plus tard. » Donc, le fait de ne pas être considéré comme légitime, crédible, comme des interlocuteurs valables, ou le fait d'entendre régulièrement dire que les jeunes sont les citoyens de demain plutôt que les citoyens de maintenant, ça peut aussi avoir un impact majeur sur le sentiment de pouvoir agir face à des problématiques environnementales qui les concernent directement et pour lesquels ils sont plus vulnérables parce qu'ils vont y faire davantage face que nous dans l'avenir. D'autres jeunes vont mentionner « Certains gestes que l'on pourrait poser pour la collectivité sont tellement compliqués pour rien. » Et puis ça a été partagé par plusieurs jeunes que j'ai rencontrés qui mentionnent, entre autres, vouloir instaurer dans leurs écoles des mesures environnementales, puis sont souvent confrontés à de la bureaucratie. Et c'est quelque chose qu'ils vont dénoncer de manière assez intense et avec raison. Donc, pour eux, la mise en place de certaines actions devrait être faite maintenant et on devrait pouvoir régler les problèmes bureaucratiques ou la complexité de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus simple. Un autre, puis Madeleine et Lou, vous pourrez me confirmer si c'est des choses que vous avez entendues par vos amis, mais ici, les jeunes m'ont parlé beaucoup de la gestion scolaire, puis ici, on disait « L'école a juste décidé de ne pas se mêler de ce que le traiteur privé demande. À la place, elle nous force à prendre de la styromousse pour sortir de la cafétéria. » Donc, si l'école, par exemple, s'est dit « ben moi, je vais y aller avec ce que le traiteur privé veut bien faire dans l'école et ils ont imposé l'utilisation de la styromousse plutôt que d'y aller vers une mesure plus écologique. » Mais tellement. Ben, moi, je suis dans le comité de pilotage de la transition écologique de mon école
Et les adultes, ben, au début, ils se sont rendus compte que ben, ça n'avait pas de sens qu'il y ait autant de plastique, autant de carton, juste que parfois ils sont mal triés, on les jette juste, alors qu'ils pourraient être très bien réutilisés. Ouais. Mais je pense que c'est à nous de faire le changement. Et nous, on a été voir les classes pour leur demander ben, c'est quoi ce qu'ils voulaient. Et ça c'est revenu vraiment beaucoup. Ben, le plastique à la cafétéria, c'est vraiment. Tu sais, j'ai des amis qui me le disent, mais c'est pas possible le plastique à la cafétéria, c'est juste tellement inutile, tellement énervant. Ça me fait mal au cœur, en fait, à chaque fois que je te vais, vraiment. Oui, je te comprends. C'est un sentiment qui est tout à fait partagé par plusieurs jeunes que j'ai rencontrés. Puis dans le fond, il ne faut pas oublier que bien que pour plusieurs adultes, ça peut sembler banal, ça ne l'est pas du tout parce que l'école, c'est l'endroit où vous êtes la plupart du temps. Donc, c'est un endroit où vous devriez pouvoir avoir un impact parce que vous y passez la majeure partie de votre temps. Et le fait de pouvoir voir ces changements-là dans une institution que vous fréquentez énormément peut être véritablement inspirant pour l'avenir, pour vous, donc pour ce qui va être fait aussi à l'extérieur. Donc, de faire vivre aux jeunes des réussites au sein même de l'école, des réussites environnementales, peut avoir un impact qui va être vraiment majeur. Un autre propos, je suis d'accord. Si le gouvernement nous faisait confiance, on sentirait qu'on a un pouvoir, on aurait plus de pouvoir et on aiderait la population. Donc, il y a un sentiment qui est aussi assez partagé donc, chez les jeunes, qui est que les adultes ou le gouvernement, entre autres, ne fait pas confiance aux jeunes et ne lui accorde pas suffisamment de place et de voix. Et si c'était le cas, ben, ils auraient l'impression de pouvoir aider davantage la population. Il y a une chercheuse qui s'appelle Browning Hayward qui dit qu'on apprend à faire de la politique en faisant de la politique et d'inclure véritablement les jeunes dans les prises de décision qui les concernent à l'école pourrait être un apprentissage qui leur permettrait de vouloir s'impliquer en politique plus tard. Un autre extrait. Il y a des projets qui sont commencés, mais ces projets ne servent à rien si on ne change pas la société de surconsommation dans laquelle on est. Parce que c'est bien de penser à des projets de loi qui vont réduire les GES, mais au bout du compte, ça ne va pas finir par balancer si on continue de surconsommer. Donc, cette critique sociale-là, liée à une norme sociale, même à la limite, qui est trop répandue, est tout à fait présente dans les propos des jeunes. Donc, l'idée de surconsommation est revenue régulièrement, ce qui me fait dire que, en fait, les jeunes sont tout à fait à même de pouvoir faire des critiques sociales puis les porter haut et fort. Mais je suis vraiment d'accord. Et même moi, ça m'arrive. Juste genre, je me balade au centre-ville en étant avec ma mère et je fais au Simon, c'est « Oh my God, ce poulet est tellement beau. » Et ma mère, à chaque fois, elle me dit « Mais t'en as vraiment besoin. T'en as vraiment besoin. » Et moi, je suis comme « Ouais, c'est vrai, c'est vrai. » C'est juste un peu pour se faire rêver. Et maintenant, c'est un peu la mode d'avoir 100 000 vêtements, de toujours porter des trucs différents, alors que tu peux faire plein d'ensembles différents avec les mêmes vêtements. Et on n'a pas besoin de s'acheter 3 fois le même pull en différentes couleurs, alors que juste une fois, ça tirait très bien. Oui, merci Lou. Pour augmenter ma capacité d'agir, il faudrait changer complètement le système, le revirer à l'envers et tout recommencer. Genre de propos qui m'a fait beaucoup plaisir aussi dans la thèse. Puis finalement, un dernier extrait que je voulais vous partager, puis je vous mets en contexte là, avant de vous le lire. En fait, c'est une jeune qui, justement, a été impliquée dans le cadre d'un projet à son école. Donc, on lui a donné un mandat, en fait, de s'occuper d'un projet environnemental. Puis, en fait, quand elle a demandé, OK, mais plus concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Puis, on lui a dit, ben, tu fais ce que tu veux. Alors, voici ce que ça donne. Quand on te dit de faire ce que tu veux parce qu'on a confiance en toi, il n'y a pas plus grand pouvoir d'action que ça. Ça fait que tu es débrouillard, tu es autonome, tu es responsable de ce que tu fais. C'est sûr que tu es fier de toi, mais en même temps, ça donne une certaine confiance en soi. Parce que tu te dis que si on t'accorde ce pouvoir-là,
c'est que tu es capable de gérer ça. J'étais contente parce qu'il faut croire que je ne suis pas si mauvaise que ça. Il faut croire que les autres voient que je suis capable d'aller loin. C'est comme s'ils voyaient quelque chose de spécial en moi. Donc, c'est cette jeune-là qui a un fort sentiment de pouvoir agir face au changement climatique, mais aussi face à d'autres facettes dans sa vie, nommait ce moment-là comme étant le moment où elle a senti qu'elle avait un plus grand pouvoir agir. Et c'était un moment où, justement, des gens de son école lui avaient fait confiance et lui avaient remis vraiment avec une grande liberté un projet environnemental. Donc, on n'a pas idée de l'impact qu'on peut avoir sur les jeunes dans les écoles en leur faisant confiance et en leur accordant des libertés. Donc, il y a plusieurs choses là, qui ressortent de la thèse. Ici, j'ai tenté de vous faire un petit résumé, là, ce qui peut augmenter et ce qui peut diminuer le sentiment de pouvoir agir des jeunes. Puis en fait, dans le fond, lorsque les jeunes disent que ça aide les autres, lorsqu'ils font partie d'un groupe, lorsqu'ils changent quelque chose, ça augmente leur sentiment de pouvoir agir. Lorsqu'ils se sentent importants, libres, égaux aux autres, même chose. Lorsqu'ils sont entendus, lorsqu'ils sont fiers, lorsqu'ils sont soutenus, ou lorsqu'on leur offre différentes possibilités dans le contexte scolaire, lorsqu'ils vivent une confiance réciproque. D'autres ont demandé un cours d'environnement. Donc, lorsqu'on a un cours d'environnement, ça pourrait contribuer à augmenter notre sentiment de pouvoir agir. De faire partie d'un mouvement social également, d'avoir avec ce mouvement-là un but commun, le fait qu'on puisse entretenir de l'espoir, de l'empathie ou le fait de vivre des réussites environnementales sont tous des moyens pour augmenter leur sentiment de pouvoir agir. Maintenant, les jeunes m'ont dit que lorsqu'ils sentent de la peur, de l'impuissance ou lorsqu'ils vivent de l'urgence, ça peut avoir comme impact de diminuer leur sentiment de pouvoir agir. Donc, il faut être quand même critique de ce qu'on peut entendre souvent dans les médias ou même parfois comment sont structurés plusieurs des cours en environnement, que ce soit au primaire, au secondaire ou au collège ou à l'université, qui souvent sont orientés vers une rhétorique plutôt fataliste, bien qu'on le sait tous, c'est quelque chose aussi, les changements climatiques qui peuvent nous orienter vers ce type de rhétorique-là. Le fait que les jeunes manquent d'influence sur les autres ou manquent de moyens, manquent de ressources aussi, c'est quelque chose qui va diminuer leur sentiment de pouvoir agir. L'absence de choix qu'on leur accorde, l'absence de possibilité de décision. Le fait de ne pas pouvoir voter a été mentionné plusieurs fois en entretien. L'absence de bien-être aussi. Donc, un jeune, par exemple, qui va souffrir d'anxiété ou qui va avoir différentes problématiques, ne verra pas comme étant prioritaire la question des changements climatiques. On doit s'intéresser d'abord à son bien-être. Puis une fois que les questions liées au bien-être ou à sa santé mentale sont résolues, pour lui, il sera plus à même de pouvoir réfléchir à une problématique environnementale. L'absence de résultats aussi. Donc, lorsqu'on mise sur des résultats qui sont vraiment très globaux, il est très difficile de pouvoir vivre des réussites. Le fait d'être seul aussi ou d'être soumis à une autorité peut avoir un impact aussi négatif sur le sentiment de pouvoir agir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Quelles seraient les conditions qu'on pourrait mettre en place à l'école pour développer le pouvoir agir des jeunes? Donc, il y en a certaines qui ont été énumérées dans la thèse. Là, je ne vous les nomme pas toutes. Il y en a 24 en tout, mais je les ai regroupées en 4 grandes catégories. D'abord, il y aurait des conditions favorables qui seraient liées au processus, on va dire, là, qui seraient d'illustrer dans les classes ou d'illustrer à l'école différents modèles d'engagement de toutes les générations. Donc, de faire voir qu'il y a des gens qui sont déjà dans l'action et qui sont déjà en train de mener cette transition-là.
Donc, ça, c'est quelque chose qui peut mobiliser parce qu'on y fait voir des aspects plus positifs. On y fait voir la satisfaction et la réussite, et c'est ce qui peut être plus mobilisateur. On voit aussi que de mener des actions qui seraient davantage orientées vers le plaisir, vers la satisfaction, vers la fierté ou vers le bien-être serait quelque chose qui pourrait être aussi mobilisateur. Une jeune me parlait entre autres de toute la fierté qu'on devrait avoir en tant que Québécois pour toutes les ressources qui sont disponibles et qui nous permettraient de faire une transition qui soit plus juste et équitable. Et ça devrait aussi transparaître dans ce qu'on mène à l'école comme activité pédagogique. Tout ce qui est question du bien-être va bien entendu être lié aussi avec la connexion avec la nature qui devrait être davantage présente aussi lorsque c'est possible, bien entendu, dans les classes, mais aussi toute l'expression de l'affectivité. Donc, le fait qu'on accorde de la place aussi dans la classe pour que les jeunes puissent s'exprimer sur leur sentiment de pouvoir agir, puis puissent entendre les autres et partager là-dessus, ça demeure fondamental. Donc, de travailler ça avec les arts, travailler avec la philosophie, sont des moyens qui me semblent vraiment inévitables. Ensuite de ça, de considérer les jeunes comme étant des interlocutrices et des interlocuteurs qui sont valables, crédibles et légitimes, c'est quelque chose qui est un incontournable, à mon avis. Là. Il faut absolument passer par là. Puis finalement, c'est de pouvoir contribuer à l'anticipation dans les classes d'un avenir viable. Qu'est-ce qu'on veut comme avenir? Puis rendons-le possible. Mais il faut pouvoir exprimer ça, cet avenir viable-là. En quoi il est beau? Puis qu'est-ce qui pourrait nous mener à ça? Parce qu'on a une génération de jeunes présentement qui est la première à ne pas croire qu'elle va pouvoir avoir un avenir meilleur que les générations précédentes. Donc, par le passé, on avait toujours espoir de pouvoir avoir un avenir meilleur que nos parents ou que nos grands-parents. Mais ce n'est plus le cas maintenant. On a des jeunes qui n'espèrent plus avoir un avenir meilleur que leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis ça, moi, je trouve ça assez inacceptable. C'est-à-dire qu'on doit essayer de renverser la vapeur, puis on doit pouvoir contribuer à ce que nos jeunes puissent anticiper un avenir qui soit plus viable, sécuritaire et agréable. Et en ce sens-là, la pédagogie de l'espoir ou même la pédagogie critique pourrait nous inspirer. Maintenant, des exemples de ce qui pourrait être fait à l'école, puis avant de vous entendre, Lou, Madeleine, mais aussi les gens qui nous écoutent, j'aimerais préciser quelque chose qui est, à mon avis, vraiment important. C'est que pour faire face au changement climatique, on a besoin de l'éducation. Mais le monde de l'éducation a à son tour besoin de ressources, besoin de reconnaissance, besoin de temps et d'outils. Donc, tout ne peut pas reposer sur les épaules de nos directions d'école ou de nos enseignants si on ne leur accorde pas suffisamment de ressources. Donc, nos enseignants devraient pouvoir avoir davantage de temps. Ça veut dire libérer un peu les curriculums, faire de la place pour davantage d'éducation à l'environnement. Du temps aussi pour se préparer, du temps pour se former, des ressources également, puis ils doivent être davantage reconnus. Donc, on doit reconnaître ce que certaines écoles mettent déjà en place. Puis on devrait pouvoir le diffuser. Puis je sais que le Lab 22 s'y a à faire. Et c'est pour ça que je leur en ai vraiment, je suis très, très reconnaissante pour ça. Puis, ceux qui ne s'engagent pas maintenant, on doit pouvoir leur offrir des ressources nécessaires. Et puis ça aussi, je sais que vous vous engagez déjà là-dedans. Donc, maintenant, je vous inviterai soit à poser vos questions, mais aussi à essayer dans le chat de partager sur qu'est-ce qui pourrait être fait maintenant là, à l'école en lien avec ce que j'ai dit, mais aussi en lien avec ce que vous savez déjà, puisque ce que vous pensez déjà, puis ça pourrait être des exemples qui sont déjà faits. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Oui, peut-être moi, j'aurais quelque chose à rajouter. Vas-y, en fait, un exemple. Moi, je suis vraiment reconnaissante pour mon AFSEC à l'école, c'est-à-dire mon animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école. C'est vraiment un très beau métier, mais aussi,
cette personne-là nous aide vraiment à élaborer des projets. Puis elle est très écolo, cette personne-là. Donc, par exemple, cette année, on a mis sur pied un lave-vaisselle réutilisable à la cafétéria de mon école. Donc, comme ça, il n'y a plus du tout de vaisselle jetable. Aussi, on a mis sur pied un système de collation en vrac. Comme ça, les collations données aux élèves sont zéro déchet. Puis ça, ben, moi, j'étais impliquée dans cette communauté-là, mais je suis très reconnaissante pour l'AFSEC, finalement, qui est un métier qui est très coupé dans les écoles parce que c'est pas relié directement à l'élève, supposément. Mais je trouve que c'est un beau moyen de continuer à s'engager dans les écoles. Tout à fait. Merci, Madeleine. Est-ce que je peux pour un exemple aussi? Nous, on n'a pas le droit de bouteilles d'eau en plastique à notre école. Et tu as des élèves qui en emmènent quand même. C'est dommage. Et j'ai certains professeurs, mais la majorité, qui vont me faire remarquer, qui vont être comme « Ah, t'as une bouteille en plastique, reviens la prochaine fois. » Je pense qu'ils peuvent même être amenés à donner des suivis. Je suis pas sûre, mais vraiment, ça, je pense que c'est une belle initiative parce que les bouteilles en plastique, on les voit sur les plages dans les pays, dans certains pays, c'est affreux comment ça pollue, comment ça se retrouve dans l'estomac d'animaux. Merci. Bon, ben merci. Je pense que c'est le temps d'ouvrir les questions à tous. On a des questions dans le questions et réponses ici de la part de Jacqueline Romano Toramagnan. Elle se demande où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut avoir accès à la recherche, puis aussi, puis comment comptez-vous la diffuser auprès de nos directions d'école, nos profs et de nos politiciens. Bravo pour cette recherche combien essentielle. Avec un point d'exclamation. Merci beaucoup, Jacqueline. En fait, depuis que j'ai terminé la thèse, mais même avant, je me fais un devoir d'accepter toutes les offres de communication, de conférences possibles, ce qui fait que simplement aujourd'hui, j'ai fait deux fois la présentation, mais par le passé aussi, là, ça fait peut-être 30, 40 conférences que je donne et c'est certain qu'on travaille de près par nos projets de recherche avec des directions d'école, avec des enseignants. On est constamment dans les écoles. Puis je dis on parce qu'il y a certains collègues qui travaillent avec moi. Il y a Geneviève Thériault de l'Université du Québec à Rimouski qui était ma directrice de recherche. Il y a Barbara Bader aussi à l'Université Laval, mais d'autres collègues, Adolfo Agundez Rodriguez à Sherbrooke, Anne-Sophie Gouslessard à l'UQAM. Donc, on est plusieurs aussi à porter vraiment une attention particulière à l'éducation au changement climatique. Et puis, pour ce qui est des résultats de la thèse, plus concrètement, je viens tout juste de recevoir mon diplôme, puis je devrais recevoir sous peu la thèse, donc elle devrait être en ligne bientôt. Et si vous ne la trouvez pas facilement, là, il est toujours possible de m'écrire un courriel, puis ça me fera vraiment plaisir de la partager. Je pourrais la partager aussi avec le Lab 22 s'ils veulent la rendre disponible. Puis il y a un numéro en ligne qui vient de paraître, on a fait le lancement là, ce midi, là, mais un numéro de la revue en éducation relative à l'environnement du Centre RE qui portait sur l'éducation au changement climatique. Puis il y a vraiment tout plein d'articles fascinants dans ce numéro-là. Puis on a porté un article, donc c'est disponible aussi. Merci. On a ensuite des questions ici qu'on a. Ça serait peut-être à tout le monde. Ça serait vivez-vous de l'anxiété? Une question en deux parties. Vivez-vous de l'anxiété? Puis comment ce sentiment de pouvoir agir face au changement climatique vous a permis de passer par-dessus ce malaise? Ou cette éco-anxiété? Voulez-vous répondre, les filles, ou je commence? Ouais. Moi, ça me dérangerait pas. Vraiment, je suis vraiment une anxieuse de la vie. Vraiment, je peux être stressée pour tout. Mais vraiment, l'éco-anxiété, c'est énorme. Ça m'arrive juste le soir avant de m'endormir et de me dire qu'est-ce qui va arriver demain. Si la Terre explosait, je m'imagine les pires scénarios possibles, comme s'il n'y avait pas de solution. Et quand je vois ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on arrive à faire, ça me donne un peu plus
mais, comment dire, mais le soir, quand j'y pense, quand sur des moments où genre, j'y pense et ben, je suis de l'anxiété, ben, j'y pense et je me dis, c'est quand même un pouvoir d'agir assez fou comparé à d'autres personnes et que, voilà, ça me permet vraiment de plus me calmer, de me dire que ça va aller, de relativiser vraiment et de dire que ça va aller, que ben, on fait des trucs pour y arriver, on fait des actions, on se bat pour y arriver. Donc, ben, on est optimiste. J'essaie d'être optimiste et de voir ben, ce que je peux faire. Et voilà. Je ne sais pas, Madeleine, si tu voulais répondre. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Lou. Je trouve qu'en fait que le moyen de lutter contre l'éco-anxiété, c'est vraiment d'agir nos actions. Donc, pour moi, c'est l'antidote, si on veut, à l'éco-anxiété, c'est de sentir soit qu'on fait partie d'un groupe ou que nos actions sont en accord avec nos principes. Des fois, c'est peut-être difficile à faire, puis c'est pas grave si on n'y arrive pas tout le temps, là. Mais je pense que moi, ça m'aide en tout cas de me dire au moins je fais tout ce que je peux, tout ce qui est possible. Puis après, de sensibiliser mon entourage, ça m'aide à lutter contre ça. Les jeunes ont beaucoup parlé aussi de solidarité, qui était un remède à l'éco-anxiété, donc de sentir qu'on n'est pas seul à mener ces gestes-là et qu'il y a des gens de toutes les générations. Puis je voyais dans le chat là, un commentaire tout à l'heure avec lequel je suis complètement en accord. C'est pas aux jeunes à porter tout le fardeau sur leurs épaules. Donc, cette responsabilité-là, on devrait la porter, nous, en tant qu'adultes, d'abord. Donc, on devrait pouvoir illustrer à quel point il y a des adultes, il y a des personnes âgées, donc des gens de toutes les générations qui s'engagent déjà et qui portent aussi ce fardeau-là. Puis, pour répondre à la question, je pense que sur l'éco-anxiété, j'ai l'impression que j'avais mis ça de côté puis que je n'en serais pas atteinte, probablement parce que la thèse faisait en sorte que j'avais l'impression de m'engager, mais effectivement que depuis que la thèse est finie, je sens que ça me rattrape, donc il va me falloir des projets significatifs auxquels me rattacher pour ne pas développer davantage cette éco-anxiété-là. Merci beaucoup. Maintenant, on a une autre question dans les questions et réponses. Ce serait d'Odette Levac. C'est une question pour Émilie. Est-ce que vous avez recueilli des propos sur le rôle des parents et des familles en lien avec l'ère ERE dans les écoles? Oui, en fait, les jeunes m'ont parlé de l'importance, oui, des parents, puis c'était excessivement variable. Hein. Certains jeunes m'ont dit que, dans le fond, à la maison, il y avait beaucoup plus de difficultés à se faire entendre ou à imposer, si on peut dire, des pratiques plus environnementales parce que les parents n'avaient pas les mêmes valeurs, les mêmes idées. Mais ces jeunes-là retrouvaient à l'école des adultes significatifs ou retrouvaient à l'école des moyens pour s'engager davantage. Puis certains jeunes disaient même, j'ai hâte finalement d'être majeur et d'être en appartement parce qu'enfin, je vais pouvoir mener mes actions comme je les désire. Alors que d'autres, au contraire, m'ont parlé de la famille comme étant quelque chose de très fondateur et donc des parents qui avaient vraiment tracé la voie là, pour ces jeunes-là. Donc, c'est excessivement variable, mais j'en ai pas qui m'ont parlé toutefois de l'engagement des parents dans les écoles directement sur les questions d'éducation relatives à l'environnement. Puis, il faut savoir que, étant donné que c'est une thèse qualitative, donc on décortique vraiment mot à mot les propos de tous les jeunes, mais on ne peut pas avoir un corpus qui est vraiment énorme, ce qui fait que j'ai rencontré une trentaine de jeunes, mais ce serait effectivement vraiment intéressant d'aller voir des jeunes qui ont des parents qui s'impliquent aussi en éducation relative à l'environnement dans les écoles. Super. Maintenant, je vais donner la parole à Geneviève Robert qui a levé sa main pour une question. Alors, vous pouvez y aller. C'est beaucoup une intervention. Là, je vais m'arrêter de marcher. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui? OK, parfait.
Je voudrais dire que tout se tient. Il s'agit de vases communicants. Moi, je travaille comme enseignante orthopédagogue. Puis, ce qui est essentiel, à mon avis, ça s'appelle la pratique guidée. J'ai suivi des cours en enseignement explicite. Puis, à travers le projet que j'ai mis de l'avant à l'école Guy Drummond où j'enseigne, qui est une école primaire, j'ai appris plein de choses. Il y a plein d'organismes. Il y a 100 degrés, il y a Équiterre, il y a Versité, il y a Laboratoire. En tout cas, je pourrais continuer très, très longtemps. Puis quand on apprend ces choses-là, petit à petit, on sème des graines. Je vous donne juste l'exemple. À l'école, il y a une vidéo qui a été montée par des élèves parlant de l'importance, par exemple, d'apporter nos ustensiles pour les rapporter après. Alors, petit à petit. Ensuite, apporter nos contenants, puisqu'on ne veut plus faire de compost. Alors, les aliments que l'on n'a pas terminés, on les rapporte à la maison puis on les composte. Essayer aussi de manger ce qu'on pense qu'on est capable de manger, en prendre juste selon notre appétit. C'est toute une éducation qui est à faire. Puis moi, j'ai espoir que si c'est multiplicateur, ça m'a pris du temps avant de sentir que ça pouvait faire une différence. Là, je suis très investie. Là. Je suis désolé, 2 petites secondes, puisqu'on n'a pas tant de temps. Est-ce que vous avez une question précise pour nos panélistes? Oui, je voudrais que peut-être que dans le contexte de la recherche puis des conclusions, etc., peut-être qu'il y ait comme un guide qui soit mis de l'avant puis qui s'accompagnerait peut-être de petites vidéos. Tu sais, quand on parle de pratique guidée, ce serait des choses comme ça. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est profitable? Aller vers le positif puis la simplicité. C'est ce que je voulais dire, là. Je pense que ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Puis je pense qu'effectivement, dans les organismes que vous avez nommés, il y en a déjà qui le font puis qui le font très bien. Puis en fait, de mettre de l'avant et de reconnaître ce qui se fait déjà est, à mon avis, un bon point de départ. Parce qu'on en connaît tous des enseignants qui font des choses incroyables dans leurs écoles, que ce soit sur le pas des jardins pédagogiques, que ce soit les serres, que ce soit les initiatives sur le plan politique, sur le plan juridique. Donc, je pense que ça vaudrait vraiment la peine qu'il y ait des plateformes, un peu comme le Lab 22 fait, mais comme d'autres aussi le font, le Centre RE, qui mettent de l'avant ces initiatives-là. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier que certaines écoles sont vraiment choyées, certains élèves sont vraiment choyés, d'autres le sont moins. Et il faut trouver comment aller chercher ces écoles-là. Puis je pense que ça passe aussi par des moyens qui vont être davantage institutionnels ou davantage politiques. Et puis, c'est cet aspect-là là, qui est peut-être plus difficile à aller chercher, mais sur lequel on essaie de travailler. Merci. On a finalement aussi un commentaire, encore dans la banque de questions-réponses, de Myriam Marquis qui dit ici « Heureusement, l'être humain a une capacité extraordinaire d'adaptation, malgré que parfois il faut arriver au bord de l'abysse pour provoquer de gros changements. Et la bonne nouvelle est qu'on en parle plus que jamais. » Alors, si vous avez des réflexions là-dessus. Madeleine, Lou, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Mis à part qu'on est d'accord, je pense. C'est parfait. Fait qu'on va finir avec une dernière question. J'en aurais une moi-même. Ça fait pas longtemps que j'étais au secondaire. Puis je me disais, moi, pendant que mon parcours à l'école, je me dis quand je voulais faire des actions par rapport au changement climatique, je me disais toujours, bon, c'est bien important, tu sais, les bouteilles de plastique, les jardins communautaires, tout ça, mais à l'école, on n'est pas forcé à critiquer le mode social ou le mode notre organisation sociétale, politique. Je ne sais pas comment qu'on pourrait... Puis les jeunes ne sont pas non plus sensibles à ça, ne sont pas éduqués par rapport à ça. Comment qu'on pourrait mieux gérer ça, mieux apporter ça pour qu'on soit plus éduqués par rapport à ça quand on est dans l'école secondaire pour que nos actions soient peut-être aient un impact plus grand ou qu'on ait un sentiment d'avoir eu un impact plus important. Je ne sais pas. Tout à fait. Vas-y, je pense qu'il faudrait être éduqué par ses parents. Moi, j'ai été éduquée par mes parents à bien composter, à
à être écologique. Mes parents achetaient souvent des choses d'occasion quand j'étais bébé parce que déjà c'est moins cher et de deux aussi, c'est beaucoup plus écologique. On se passait les choses avec mes cousins et mes cousines parce que ça sert à rien de s'acheter des vêtements. Et mes parents m'ont un peu, en faisant plein de petites actions comme ça pour l'environnement, éduqués à être responsable. Et maintenant, je m'implique, mais s'ils ne m'avaient pas éduqué à faire ça, je pense pas que j'irais par moi-même m'impliquer. Oui, pour moi, c'est important. Mais si on m'avait jamais appris à être écologique, c'est quoi l'écologie, je pense que je ne saurais pas ce que c'est. Et je ferais comme tout le monde. Je jetterais tous mes déchets dans le même bac et je fermerais les yeux sur la situation. Et voilà. Je ne sais pas, Madeleine, si tu voulais ajouter quelque chose. Ça va? Je pense que, Simon, c'est vraiment un bon point que tu soulèves. Puis, en fait, effectivement, que souvent, dans les propos des jeunes, ce qu'on entend, c'est que l'éducation à l'environnement qui est faite est basée la plupart du temps sur ce qu'on va appeler des éco-gestes ou des gestes plus individuels et qui, on le sait bien, puis plusieurs jeunes me l'ont dit aussi, sont tout à fait conscients que c'est pas ça qui va avoir le plus d'impact. Donc, d'être conscient aussi des autres possibilités d'action, que ce soit juridique, que ce soit politique, que ce soit le militantisme, devient essentiel. Et je pense que ça commence à faire sa place. Il y a certains enseignants qui tentent de développer, entre autres, des compétences d'analyse systémique, de pensée critique, donc de critique du système, critique de la norme sociale. Puis on peut penser aux cours d'éthique et culture religieuse, de monde contemporain au secondaire ou même de sciences et technologies qui peuvent être des bons vecteurs pour aborder ces questions-là. Puis je pense qu'il y a déjà des enseignants qui le font très bien. Mais reste que ce que les jeunes demandent aussi, c'est un cours dédié, donc un cours en éducation à l'environnement où on aborderait ces questions-là, où on ferait davantage une critique sociale, mais que sur les questions environnementales, où on mettrait en place aussi des idées d'action qui seraient inspirantes, basées sur ce qui se fait ailleurs, mais ce qui peut se faire aussi ici, puis de manière essentielle, à mon avis, qui devrait renforcer la connexion avec la nature, travailler sur l'affectif et qui devrait être basé sur l'action. Donc, qui devrait pouvoir faire vivre aux jeunes des actions dans la communauté pour le bien-être de la communauté qui entoure l'école. Et ça, ce serait quelque chose qui serait très mobilisant. Du moins, c'est selon ce que les jeunes ont dit, mais selon aussi ce que des recherches illustrent. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Simon. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Là, on a fini pour la soirée. Je suis désolé pour les questions qui restaient, mais on n'a plus de temps malheureusement. C'était vraiment super. Merci à tout le monde. Je vais juste vous parler de la suite de l'événement. Nous avons encore des activités qui sont présentées jusqu'au 23 février. Vous avez juste à aller voir la page du lab. Ouais, elle est encore là. Puis demain matin, il va y avoir la prochaine activité à 8h moins quart à 8h15. C'est Prenez un café avec Éric Godin, l'artiste en résidence du Lab 22. Puis c'est ça, il va parler il sera question d'art, puis de sa vision, puis de la transition écologique. Il va nous parler de ce qu'il pense. Bref, vous pouvez aller voir ça. Puis sinon, vous pouvez aussi visionner les capsules éducatives disponibles en tout temps sur le site web du Lab 22. Les capsules portent sur une variété de sujets relatifs à la transition écologique qui peuvent servir de contenu éducatif à diffuser en classe et faire vivre aux élèves des ateliers portant sur la discussion ou des ateliers pratiques. Puis sinon, si vous voulez faire bouger les choses à votre école, vous pouvez inviter votre direction d'école à signer le pacte de l'école québécoise pour passer de la parole aux actes. Puis sinon, vous pouvez vous-même démontrer votre appui au mouvement en signer par vous-même sur le site Internet du Lab, encore une fois. Vous allez trouver aussi une boîte d'idées où est-ce que vous pouvez laisser partager vos idées pour une école plus éco-responsable et éco-citoyenne. Puis finalement, mon dernier message, c'est pour si vous êtes âgé de 15 à 29 ans, puis ça vous intéresse de vous impliquer un peu plus pour la transition écologique, il y a le comité conseil Jeunesse 22, dont moi et Madeleine faisons partie. C'est super motivant, super stimulant. Vous pouvez déposer votre candidature en ligne, puis
venir nous rejoindre si ça vous tente. C'est avec des jeunes de partout au Québec. Donc, ça, c'est super le fun. Puis avant qu'on se quitte, je tiens à remercier toute l'équipe et les collaboratrices du Lab 22, ainsi que nos précieux partenaires. Merci à tout le monde, puis à la prochaine.